Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube que personne connaît. Aujourd'hui nous sommes le 21 mai, on va aller faire un tour de tout mon potager de ville, on va voir à peu près où j'en suis et on va en profiter pour ramasser une cagette de légumes et on va aussi parler de ce qui se passe en ce moment avec les maraîchers. En ce moment avec les conditions climatiques qu'on a qui sont vraiment hallucinantes, et ben c'est pas facile. Allez, c'est parti. Il existe autant de potagers différents qu'il y a de jardiniers. Et mon potager a la particularité d'être un potager en escalier. En effet, ça ne rend pas bien la caméra, mais mon potager descend, il est en pente, et la pente descend vers là-bas. Du coup, la bande de culture la plus haute, eh ben c'est celle-ci. Et en fait, à chaque fois, ça descend. On voit bien d'ailleurs l'écart. Voilà, à chaque fois, ça descend de plus en plus bas. C'est-à-dire que même là, en ce moment, où il pleut des litres et des litres, eh ben l'eau est facilement évacuée. L'eau s'évacue via la pente, dans le passe-pas, et après, elle est évacuée vers l'extérieur. Ça évite ainsi que les racines se mettent à pourrir. Malgré que ce potager soit en plein centre-ville, il couvre l'intégralité de tous les besoins en légumes des habitants de ma maison. Et je suis tout seul à m'en occuper. Enfin, tout seul, c'est assez présomptueux de ma part, car pour moi, un jardinier ne travaille jamais seul. Il travaille toujours en binôme avec la nature. Parfois, quand je travaille dans mon potager, mon esprit divague. Vague. Et j'imagine toutes mes plantes dans un immense théâtre, en train de regarder le spectacle de la folie des hommes. Assez rêvassé, c'est parti. Alors ici tout le long, ce sont des courgettes jaunes. Là au milieu, ce sont des choux de Bruxelles. Et là sur le côté, ce sont des potimarrons. Alors c'est la zone ici, la zone 6 à cucurbitacées. Et je l'ai placé astucieusement sous ce prunier pour qu'ils puissent profiter de l'ombre, car les cucurbitacées ont de larges feuilles et donc elles perdent énormément d'eau via leurs larges feuilles. Et c'est pour ça que je les ai placées là. Alors pourquoi au milieu des cucurbitacées, j'ai placé des choux de Bruxelles? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait, ils vont créer de l'ombre aux choux de Bruxelles et ils vont ralentir leur croissance. Et ainsi, normalement, je pourrais récolter les choux de Bruxelles cet hiver. Vu que leur croissance sera retardée, ce ne sera que quand ces plants auront disparu qu'ils pourront prendre ascendant et ainsi produire l'hiver. Mais là où j'ai mal calculé mon coût, c'est que j'avais prévu que les potimarrons, vu que ce sont des plantes courantes, occupent tout cet espace-là, que j'ai fauché. Mais malheureusement, j'avais oublié un détail, c'est qu'en fait les potimarrons, ils poussent en direction de l'ouest. En fait, ils suivent le soleil. Là, on peut voir, l'ouest, c'est là-bas. Donc, vous imaginez bien que l'est, c'est vers la caméra. Et le sud est par là-bas. Donc, ils poussent vers l'ouest. Donc, du coup, ça va me rajouter du travail supplémentaire. Ça veut dire qu'il va falloir constamment que je les remette dans le droit chemin. Voilà. Quoique lui, on dirait qu'il s'est trompé de chemin. Je pense que c'est le vent qui a dû le faire bouger. Et au bout de la bande de culture, il y a ici un artichaut vert du Laon. Et en fait, cet artichaut-là, je l'ai planté cette année. Donc, il ne produira pas cette année, il produira que l'année prochaine. Mais par contre, les autres, que l'on voit ici, eux produisent énormément d'artichauts. Et d'ailleurs, ils s'effondrent sous le poids de leur propre artichaut. Maintenant, on va passer à la zone 5. Qui est ici. Alors ça, c'est une zone que j'ai spécialement faite pour les légumes racines. C'est-à-dire que j'y ai mis beaucoup plus de sable que dans toutes les autres zones, pour qu'en fait les légumes aient plus de facilité à enfouir leurs racines. Donc là, on peut voir. Là, ici, on ne dirait pas comme ça, mais ce sont des betteraves. Mais évidemment, en fait, à chaque fois que je plante, que je fais un semis, je mets toujours un semis de légumes racines, bien sûr. Je mets toujours un semis en supplément de radis. Comme ça, ça permet d'échelonner les récoltes. Ça permet d'avoir une récolte de radis et après une récolte du légume que je voulais semer au départ. Donc là, on peut les voir. Ça pousse, ça prend son temps. Là, il y en a un peu partout. Elles sont un peu cachées au milieu de tous ces radis. Les radis aussi prennent leur temps. Et ça s'arrête jusqu'ici. Et après, c'est un semis de panais qui n'a malheureusement pas pris. Et je pense savoir pourquoi, c'est parce que tous les hérissons du jardin viennent gratter ici. Et du coup, ils ont déterré tous les semis de panais. Alors pourquoi ici ils viennent gratter? J'ai peut-être une hypothèse.
c'est parce que cette bande de culture là, contrairement à toutes les autres, n'a pas de paillage à sa surface. Là, on pourrait croire qu'il y a du paillage à la surface, mais en fait, c'est juste le reste du fumier qui ne s'est pas décomposé. Là, je n'ai pas encore mis de paillage. Là, en fait, j'ai mélangé la terre, le sable au fumier cet hiver et j'ai bien laissé décomposer. Et maintenant, la terre est suffisamment améliorée. Mais malheureusement, ici, pas de panais. Pas de panais, pas de panais. Au bout là, c'est une variété ancienne. Ce sont des poireaux perpétuels. Et ils ont la capacité très particulière de rester, une fois qu'on les a plantés, ils resteront là pour toujours. C'est-à-dire que quand on récolte ce type de poireau là, il faut le couper ici, avant le bulbe. Et après, on récolte ça et on le mange, bien entendu. Mais du coup, vu que le bulbe est encore sous terre, eh bien, il ressortira de nouveau un poireau. Et ça sera à l'infini. Et en plus, ce poireau, il va se dédoubler. C'est-à-dire que de temps en temps, le bulbe fera des rejets sur les côtés. Et ça fera d'autres poireaux perpétuels. Et ainsi, ça crée un cycle presque infini. Parce que même si le poireau est fatigué à force de recréer sans arrêt ses feuilles, eh bien, on pourra toujours récupérer un petit poireau. Une petite mauvaise herbe là. On pourra toujours récupérer un petit poireau, un petit rejet pour remplacer le poireau initial. Par contre, évidemment, il faudra de nouveau améliorer la terre parce que ça fatigue un peu la terre aussi. Ça fatigue la plante et la terre. Et au bout, comme toujours, il y a un pied d'artichaut. Et là, bien sûr, en fait, l'artichaut est aussi une plante perpétuelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est là, il sera là pour toujours. Et il poussera et il produira chaque année des artichauts quand il sera bien implanté. Et là, vu qu'il est bien implanté, ben, c'est déjà le cas. Là, ils sont encore petits, mais ils vont pas tarder. Au milieu de cette bande de culture-ci, là, on peut voir qu'il y a des oignons qui ont été plantés. Et ils poussent très très bien. Alors en fait, dans mes bandes de culture, dans toutes mes bandes de culture de cette zone-là du potager, en fait, je fais toujours la même technique, c'est-à-dire que je plante les légumes de la famille des Aliacées au milieu. Tout simplement parce qu'en fait, l'eau s'échappe de chaque côté, vu que ce sont des buttes, même si on dirait pas parce que ça s'est un peu affaissé, mais vu que ce sont des buttes, l'eau en surplus s'écoule sur les côtés, s'écoule dans les passe-pas et ainsi partent. Et du coup, la partie la plus sèche et la meilleure, en fait, pour ce type de légumes, eh ben, c'est la zone centrale. C'est pour ça qu'il y aura toujours mes plantes de la famille des Aliacées au centre. De l'autre côté de cette bande 5, et bien là, ici, c'est tout ce qui est carottes. Voilà, carottes, avec toujours au milieu, parce que je fais toujours, quand je fais des lignes, je mets toujours intercalé des lignes de radis, parce que les radis ont la capacité de décompacter le sol aussi, et du coup, ça permet voilà, d'avoir des bonnes cultures. Donc voilà, là, il y a des carottes tout le long, et là, il y a les radis. Je trouve que les carottes ne sont pas très développées pour la saison. Là, malheureusement, je trouve qu'ils sont un peu en retard. Je pense que c'est à cause des conditions climatiques exceptionnelles qu'on a en ce moment, avec le manque de soleil. Mais ce n'est pas grave parce que cette culture, j'ai prévu de la récolter seulement cet hiver, quand j'aurai moins de légumes d'été. À partir de la bande 4, en fait, sur chacune des bandes, il y a des structures en bois que j'ai fabriquées moi-même. Et donc, ce sont des structures, en fait, qui est composée de 3 modules. Là-bas, il y a une espèce de cage pyramidale. Là aussi. Et là, il y a juste une structure de soutien et en haut une barre. Donc en fait, la cage ici, en fait, au début de chaque bande, c'est là où je mets mes tomates cerises, car ce sont des tomates qui se récoltent petit à petit. Et du coup, c'est plus pratique que ça soit au niveau de l'allée centrale. Et sur chacune des structures, je fais également pousser un pied de concombre. Là, j'ai un pied de concombre qui est sûrement pas loin. Là, il est là. Il a un peu du mal. Donc ce pied de concombre là, je vais le faire grimper ici et je vais l'attacher directement à la structure. Et également, la tige qui est en haut sert de fixer les fils en fait, qui permettent de remplacer les tuteurs parce que je n'utilise pas de tuteur pour mes différentes plantes. Là, on peut voir également qu'il y a une structure ici et celle-là, elle sert à attacher un autre concombre, celui-là. Et là, cette structure-là, elle a aussi un autre concombre qui lui est caché par là-bas. Donc il y a toujours 3 concombres par bande de culture à partir de la bande numéro 4. Donc voilà, 3 concombres à chaque fois. Là, il y a 3 pieds de tomates cerises, toujours en début de ligne pour faciliter la récolte. Et il y a 3 pieds de tomates qui produisent seulement que beaucoup plus tard dans la saison. Là-bas, ce sont des tomates ananas.
Et comme moyen mémotechnique que j'ai trouvé, c'est-à-dire que là, sur toute cette bande-là, il n'y aura que des tomates jaunes qui ont poussé. Tomates cerises poire jaune et tomates ananas là-bas. Et j'intercale avec d'autres plantes. Là, il y a une salade. Là, ici, il y a une aubergine. Là, il y a une capucine naine. Là, il y a un chou frisé. Ça, le chou frisé, c'est vachement bien parce que cet hiver, ça a pu vachement me dépanner. Ce qui est de vachement pratique avec cette plante, c'est qu'on la plante au printemps, on la récolte l'été, on la récolte l'automne, on la récolte l'hiver et on la récolte au printemps suivant. Donc ça, le chou frisé, je vous recommande. Franchement, c'est top. Donc voilà, tout se porte bien. Là, j'ai quasiment fini le potager d'été. Là, toujours au milieu de mes bandes, il y a des aliacées. Là, ce sont des oignons. Là, il y a un autre chou frisé. Et là, à partir de la bande 4, il y a au bout de chaque bande un chou d'une variété ancienne. C'est un chou de Banton et c'est un chou perpétuel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est implanté là, il sera là pour toujours. Et j'ai exactement le même chou dans la serre que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos. Et ça produit énormément. Là, en ce moment, j'en mange presque tous les jours d'ailleurs. Et là, ici, j'ai toujours un artichaut. Et j'ai aussi de la blette. Voilà. Là, on peut voir. D'ailleurs, elle est montée en fleurs. Donc, je vais la retirer. Parce que la blette, c'est une plante bisannuelle. Je vais la laisser là. Je pourrais la manger en vrai, mais j'ai tellement de légumes en ce moment que flemme. Une autre particularité de ces bandes-ci, c'est que de chaque côté de la bande, il y a une plante couvre-sol. C'est-à-dire que là-bas, il y a un pied de melon. Et là, ici aussi, il y a un pied de melon qui est ici. Alors en fait, ces plantes couvre-sol, elles permettent de protéger en fait la bande de culture contre la sécheresse. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord le paillage et après, par-dessus, il va y avoir les plantes couvre-sol. Donc le melon qui est ici et le melon là-bas vont se retrouver au milieu et ça va couvrir la bande de culture et la protéger quand il y aura de fortes chaleurs ou de fortes intempéries. Là ici, il y a toujours une capucine naine également. Alors en fait, je mets toujours des fleurs sur mes bandes de culture pour attirer les pollinisateurs et ainsi augmenter les récoltes. Là, il y a une aubergine. Là, il y a un piment ou poivron. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, donc je sais même plus qui est qui. Donc ça, c'est piment ou poivron. Là, il y a une salade qu'il va falloir que je récolte parce qu'elle monte en fleurs. Là, voilà, il y a le concombre que je vous avais montré tout à l'heure. Là, ici, c'est assez intéressant, c'est un tomatillo. Alors, le tomatillo, ça sert à faire la sauce mexicaine habituellement. Ça produit des espèces de tomates cerises. Vous pourrez voir sur la chaîne ce que ça donne. Et vous voyez la fleur, elle est belle. Et en fait, voilà, ça produit des espèces de tomates cerises avec un goût très fort et très prononcé. Et ça, je vous recommande parce que c'est comme des tomates cerises, sauf que ça aromatise les plats. Et ça, je trouve ça pas mal. Là, j'ai une petite salade qui pousse tranquillement. Et là-bas, j'ai un autre œillet d'Inde. Après la zone 4, il y a bien entendu la zone 3 qui est ici. D'ailleurs, on ne peut pas se tromper parce que, hop, c'est marqué là. Il va falloir que je change parce que je trouve que ça fait un peu moche ces écritures en plastique. Alors ici, c'est toujours le même principe. Là, il y a 3 pieds de tomates cerises. Alors cette fois-ci, sur cette bande, les tomates sont de couleur rouge. Donc là, ce sont des tomates cerises rouges, classiques, mais pas si classiques que ça parce qu'en fait, c'est une variété que produit mon oncle Alfred. En fait, c'est une variété qui sélectionne année après année après année. Et donc, elle a vraiment des tomates cerises avec un goût très fort et très bon. Franchement délicieux et aussi d'énormes productions. On peut voir les petites fleurs. La énorme production, un goût délicieux. Franchement, ces tomates cerises là, elles sont top. Donc voilà, tomates cerises de mon oncle Alfred. Bon, il reproduit les graines après année. Là, après, ici, il y a toujours des oignons, mais cette fois, il y a de l'ail. En fait, ça, c'est de l'ail que j'ai planté l'année dernière. Et donc, j'ai bientôt pouvoir la récolter. Mais je pense que la production va être mauvaise cette année, au vu des feuilles, en fait. Ces ails, ils ont attrapé la rouille. Donc, bon, c'est pas grave, tant pis. Là, ici, il y a une petite aubergine. Toujours un pied de chou frisé. Là, ici, c'est de la capucine, comme tout à l'heure. Là, c'est tomatillo. Là, il y a 3 pieds de tomates, même 4. Ça, ce sont des tomates cœur de bœuf allongées, qui sont délicieuses, très grosses. Là, il y a toujours le chou perpétuel, le chou de Banton, en bout de ligne. Et vous voyez, sur les feuilles, il y a des espèces de taches. Là, un non-initié pourrait penser que ces taches-là, c'est une maladie. Mais en fait, le responsable, c'est lui. C'est ces 2 insectes qui sont en train de copuler là. C'est eux les responsables. Ce sont des espèces de punaises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre.
et je vais les balancer un peu plus loin. Voilà. Après, ils se repèrent à l'odeur, donc ils vont revenir. J'espère pas. Et ici, comme d'habitude, il y a mes 3 concombres. Donc il y en a un ici, là, il y en a un là-bas, il y en a un ici, et il y a les melons, un là-bas, et un autre melon là-bas, qui vont se rejoindre au centre. Là, c'est mon célèbre paillage en fumier de cheval, paille de fumier de cheval. Donc si vous vous demandez d'où il vient, ben, je vais exactement le récolter dans une vidéo précédente. Et là, vous pouvez voir vraiment d'où il vient. Là, on peut voir, très efficace, hein. Franchement, ce paillage, top. Et toujours au bout, ici, il y a un artichaut. L'artichaut vert du Laon. De l'autre côté de la bande 3, il y a ici, voilà, le melon qui tire un peu la tête, hein. Je sais pas ce qu'il a. J'espère qu'il va reprendre. Donc voilà, petit melon. Là, ici, c'est, en fait, à chaque fois que je récolte et que j'ai des déchets verts, je les laisse en paillage et ce déchet vert, il a repris. C'est une racine de blette. Là, elle commence à reprendre. On voit les petites racines d'ailleurs en dessous. Très vigoureux, hein, les blettes. Voilà. Là, ici, il y a le poivron ou piment. Je ne sais plus. Ici, il y a une blette qui a été un peu mangée, mais qui est toujours là. Tomatillo, œillet d'Inde. Voilà, mes pieds de tomate, cœur de bœuf allongé. Le concombre de tout à l'heure. Et ici, une autre blette. Tout le long ici, il y a toujours ma haie nourricière en permaculture. Il va falloir que je désherbe. J'ai toujours pas fait. Là, ce qui pousse là, c'est de l'oseille. Une autre plante perpétuelle. Une fois qu'elle est implantée là, elle est là pour toujours. Les feuilles sont délicieuses. Elles ont un très fort goût. Et en ce moment, j'en mange régulièrement. Donc voilà, dans ma haie de permaculture, ma haie nourricière, je vous expliquerai, je ferai une vidéo dédiée de comment elle fonctionne. Mais grosso modo, elle est sur 3 étages et avec 3 types de récoltes toute l'année. C'est-à-dire que là, il y a les fraises. Après, quand les fraises sont arrivées, là, il va y avoir les groseilles. Je sais pas si j'arriverai à vous en trouver. Là, ici, groseilles. Une fois que les groseilles seront finies, et bien là, il y aura les goyaves, du goyavier du Brésil, aussi appelé feijoa. Et donc en fait, le goyavier du Brésil, c'est la plante dominante, c'est-à-dire qu'elle garde ses feuilles en hiver, c'est plante persistante, et du coup, elle va grandir très très haut, et va me cacher un peu des voisins, et va me faire gagner en intimité. Ici, sur la structure, ça continue de pousser. Là, ici, c'est un rosier grimpant, et là, c'est une vigne avec beaucoup de raisins. Je l'ai un peu taillé en fait, vous expliquer un peu. Vous voyez la branche où il y a le raisin dessus. J'ai coupé ici en laissant 4 feuilles. Et en fait, ça va permettre aux pieds de raisin, aux pieds de vigne, à rediriger à rediriger la sève dans le raisin. Voilà, c'est pour éviter qu'en fait toute l'énergie parte ici. Là, elle va être redistribuée dans les grappes. Et là, normalement, ça va assurer une bonne production. À côté de ces grappes de raisin, il y a ici une bande de culture qui a été intégralement recouverte par les mauvaises herbes. Je l'avais désherbé, mais c'est revenu. Et là, il y a une plante ici. Ça, c'est une poire de terre qu'on appelle aussi yacon. Voilà, c'est de la famille comment ça s'appelle déjà? Des tournesols. Et du coup, elle va prendre une sacrée taille et c'est aussi perpétuel. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est implantée, elle reviendra chaque année. Et on peut facilement la démultiplier. Donc ça fait des légumes sous terre, des légumes un peu sucrés. Et en fait, on les récolte l'hiver. Donc du coup, ça va permettre, pendant qu'il y aura moins de récoltes de légumes d'été, eh bien, de pouvoir se nourrir de ça également. À côté de ma poire de terre, il y a ici la zone 2. Voilà, là il y a toujours ma haie nourricière. J'ai hâte qu'elle pousse. Et là, voilà, là il y a de la blette. Là, il y a toujours mon artichaut en bout de ligne. Artichaut vert du Laon. Là, ici, il y a toujours le chou de Menton. Là, vous voyez, quand on regarde ça, on pourrait croire que c'est une maladie. Là. Mais en fait, les responsables sont pas très loin. Hein. Et ils sont toujours en train de faire des trucs chelous. Là. Ils se cachent. Ils savent qu'ils sont coupables. Ici, il y a une blette. Sur cette bande de culture, les pieds de tomates ne vont ni donner des tomates jaunes, ni des tomates rouges, mais des tomates noires.
Là, ici, ce sont des tomates noires de Crimée. Là, qui poussent bien, qui ont déjà des fleurs. Voilà. Le tronc est assez épais d'ailleurs, je trouve. On ne voit pas très bien à la caméra, mais je trouve que le tronc, franchement, est assez épais. Donc voilà, tomates noires de Crimée. Il y en a 3. Là, ici, il y a une blette. Là, ici, aubergine. Là, c'est toujours concombre. Il y a toujours un concombre là, un concombre là-bas qui va monter sur la structure et un concombre ici qui va monter également sur la structure. Donc voilà, concombre. Là, tomatillo. Là, blette, un peu mangée. Là, il y a toujours soit le piment, soit le poivron. Et il y a déjà des fleurs. Voilà, une autre blette. Là, ces 3 pieds de tomates là, enfin ces 3 pieds, il y en a que 2 en fait, sont des tomates noires Komato. Tomates cerises noires Komato. Qui font des tomates très noires et très foncées. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est la première année où je l'ai fait. J'en ai aussi dans la serre. C'est pour ça qu'il y en a que 2. Là, cette fois-ci, ce ne sont pas des melons qui vont se rejoindre au centre de la structure, mais ça va être des pastèques. Là, on peut voir, ils ont un peu de mal, des petites pastèques. Là, au milieu, cette fois-ci, ce n'est ni de l'ail ni de l'oignon, c'est de l'échalote. D'ailleurs, il y en a un qui a pris un petit coup là. Donc, je pense qu'il survivra pas celui-là, mais je lui laisse quand même sa chance. Donc là, échalote tout le long. Ici, là, j'ai poivron ou piment, sachant qu'en fait tous les pieds de poivron que j'ai plantés, ce sont tous des poivrons chocolat, pour la raison en fait que j'aimerais bien récolter les graines des poivrons chocolat pour pouvoir après faire mes propres graines de cette variété là. Là ici j'ai aubergine, là ici capucine, là j'ai un semis spontané qui est sorti parce qu'ici avant il y avait une terre à blédard. Si vous voulez savoir ce que c'est une terre à blédard, il faut voir mes anciennes vidéos. Donc ici il y avait une terre à blédard. Et en fait, à chaque fois, j'enfouis des déchets verts à l'intérieur. Et là, il devait y avoir des graines. Donc, il y a même tout le temps des graines. Et il y a tout le temps des semis spontanés. Donc, des fois, on a des sacrées surprises. Alors, j'aurais bien laissé parce que s'il a poussé tout seul, si c'est un semi spontané, eh ben, les capacités génétiques doivent être très intéressantes. Mais là, elle a poussé au mauvais endroit. Désolé pour toi. Malheureusement. Parce que je pense savoir ce que c'est. Déjà, c'est un cucurbitacé. Là, les feuilles sont larges. Je pense que c'est un butternut de l'année dernière. Une graine de butternut de l'année dernière. Et ça, le butternut, ça prend beaucoup de place. C'est une plante courante qui va courir un peu. Donc là, je préfère pas lui courir après. Là, ici, ben, je sais toujours pas. Poivron ou piment. Alors, les piments que j'ai plantés, ce sont tous des piments doux des Landes. Pourquoi? Ben, parce que les Landes sont pas loin. Alors, je pense que c'est une plante plutôt adaptée à mon type de climat. Voilà, blette, tomatillo, chou frisé et capucine. Et ici, la pastèque, qui est encore petite. Juste ici, on peut voir un pied de groseille. Alors, il faut savoir que toutes les groseilles, chaque pied est différent. C'est jamais la même variété. Donc, à chaque fois, c'est la surprise de sur quoi on va tomber. Donc voilà, groseille ici. Là, j'ai un autre pied de groseille. Ça, c'est groseille à macro. Groseillia macro. Là, il y en a une ici. De groseille. Donc voilà, chaque groseillier est d'une espèce différente. Comme ça permet vraiment de varier les plaisirs. Et sur la zone 1, qui est ici, on peut pas se tromper. Là, ici, il y a un grillage, où là, devant, il y a des fleurs qui font presque ma taille, sachant que je fais 1m86, donc voilà, presque ma taille. Et ça, ben, c'est de l'oseille, qui est ici. J'ai 2 variétés d'oseille, l'oseille à large feuille et oseille à petite feuille. Donc voilà, l'oseille est ici. Si vous cherchez de l'argent, s'il faut aller ici, hein, c'est là. Voilà, toute mon oseille. Là, ici, j'ai... tiens, c'est un peu infesté. J'ai la blette qui est montée en fleurs. Voilà, ici. Donc là, je vais la laisser parce qu'en fait, cette année, je vais récupérer les graines des blettes. Et l'année prochaine, je compte récupérer les graines des betteraves. Parce qu'en fait, c'est des plantes bisannuelles. Donc cette année, je récolte les graines des blettes. Et vu que ce sont des plantes de la même variété, elles risquent de se polliniser entre elles. Et donc ça va, je ne pourrai plus être sûr de l'espèce. Donc là, cette année, ça va être blette. Et l'année prochaine, ça va être betterave. Et l'année prochaine, blette. Donc voilà. Là, vous entendez du bruit en fond. Pourtant, j'ai tout fait pour ne pas que vous l'entendiez.
Dans l'épisode précédent, je vous avais raconté que j'avais sauvé mon jardin d'un maniant de l'immobilier qui voulait transformer le jardin en plusieurs habitations, vu que c'est un jardin en plein centre-ville, qui voulait tout raser et tout bétonner et tout transformer en plusieurs logements. Et j'ai protégé ce jardin, mais malheureusement, j'ai pas pu protéger le jardin d'à côté. Donc là, au moment où vous entendez ces bruits, tous les arbres fruitiers dessus, sachant qu'il y avait un pommier magnifique, où je venais souvent manger des pommes là-bas. Et j'ai récupéré d'ailleurs les pommes pour faire des chips avec de la cannelle. Je vous mets une image juste ici. Donc là, malheureusement, ce pommier, c'est fini pour lui. C'est bien triste d'ailleurs parce que ce pommier, on voyait bien qu'il avait été taillé par un ancien qui aimait beaucoup, qui a passé beaucoup de temps. Il avait une taille très intéressante. Il a dû être taillé pendant longtemps. Donc voilà, bref, revenons à notre potager. Là, ici, j'ai chou de Bruxelles ici. Voilà, voilà, voilà. Au milieu caché, on ne le voit pas. Mais là, j'ai de la blette un peu partout. Il va falloir que j'ai des herbes pour qu'on y voie un peu plus clair et que je rajoute une bonne couche de paillage. Là, il y a des oignons. Je pense que c'est des oignons que j'ai oubliés de l'année dernière. D'ailleurs, là, il y a une petite fleur. Je vais la retirer. Sinon, l'oignon qui sera en dessous sera trop petit. Tout va se concentrer dans la fleur. Les fleurs sont comestibles d'ailleurs. Ici, là, ce sont des petits pois nains. Petits pois gourmands nains, plus précisément. Et du coup, ceux-là, j'y touche pas. En fait, je vais les laisser. Parce que toute cette bande-là, je vais récupérer les graines pour mon semis de l'année prochaine. Parce que ce sont mes propres graines pour les petits pois. D'ailleurs, pour beaucoup de plantes ici, en fait, ce sont mes propres graines que j'ai récoltées moi-même et que je reproduis après chaque année pour avoir à chaque fois des plantes adaptées à mon type de terre. À mon type de terre. Oula, c'était fort la fleur d'oignon là. Ça pique. Alors, voilà. Ici, voilà, chou de Bruxelles. Là, ici, j'ai de l'oseille. De la blette. Voilà. Là, ici, je pense que ce sont des poireaux perpétuels. Donc, je vais les laisser pour l'instant et après, je vais peut-être les remettre avec les autres. Et là, je mettrai bien autre chose. On verra bien. De l'autre côté, là, ces plantes, là, c'est de la rhubarbe. On va aller voir ça de plus près. Alors, malheureusement, je suis pas très fan de la rhubarbe. Donc, j'en mange pas beaucoup. Voire même pas du tout. Et du coup, je pense que tout ça, je vais l'enlever. Tout ça, je vais l'enlever. Et puis, je vais mettre autre chose à la place. Voilà. Et caché entre, eh bien, on voit, ça a été un peu mangé. Là, chou frisé, toujours. En fait, quand j'aurai enlevé ces blettes, qui sont montées en fleurs, et bien après, je récupérerai, ça laissera de la place au chou frisé pour cet hiver. À côté de la bande 1, voilà, il y a mes récupérateurs d'eau qui sont pleins à craquer. Là, franchement, c'est une dinguerie. Avec toute la pluie qu'il y a, c'est hallucinant. Voilà, je sais même pas quoi faire de toute cette eau. J'ai trop d'eau, beaucoup trop d'eau. Là, mes deux, ils sont pleins, à ras-bord. J'ai ouvert un peu parce que sinon, lui, il a failli exploser. Il a gonflé comme un ballon de baudruche. Et il a failli exploser. D'ailleurs, on voit qu'il a encore un peu gonflé. Et là, failli exploser. Truc de fou. Alors, ici, j'ai ma nouvelle fraiseraie. Là, on peut voir qu'il y a des cerises partout par terre. Pour ça, il faut remercier les oiseaux qui se régalent de mes cerises. Là, et ils étaient déjà là, les oiseaux, avant que les cerises soient mûres. Là, j'ai essayé d'en récolter, mais elles sont pas encore toutes parfaitement mûres. Et les oiseaux les récupèrent avant qu'elles soient mûres. Les sagouins, sachant que je les nourris l'hiver. Et maintenant, ils me piquent mes cerises. J'ai planté un autre cerisier là-bas plus loin. Et lui, l'autre cerisier, il fait des cerises délicieuses. Et j'ai été plus malin qu'eux parce que j'ai mis un filet par-dessus. Par contre, lui, c'est un très vieux cerisier. Il est immense. Vous pouvez voir, il est vraiment immense, immense. Donc là, pour mettre un filet, je vous raconte même pas. Mission impossible. Ici, ma nouvelle fraiseraie, eh ben, ça pousse, hein. Il y a des fraises qui arrivent. Et aussitôt qu'elles arrivent, eh ben, elles se font instantanément manger. Ah, là, il y en a une, là. Je dirais qu'elle a eu de la chance, mais elle est en train d'éclater à cause du trop de pluie, là. Les fraisiers, toujours en association avec les oignons. Ça se passe bien, franchement. Il n'y a pas de concurrence. L'association se passe très bien.
Et ce qui est bien, c'est que là, c'est un peu en hauteur, donc je me casse moins le dos pour récupérer les fraises. Donc j'ai hâte que ça produise en grosse quantité, ce sera beaucoup plus simple pour les récupérer. Et à côté de la fraiseraie, ici, je pratique une expérience de permaculture qui s'appelle la technique de l'arbre à 2 récoltes. Là, on peut voir que j'ai planté une vigne et je laisse la vigne coloniser. Là, le cerisier. Et le cerisier est une plante, est un arbre adapté. Oh, toutes ces cerises, il va falloir que j'aille les chercher tout à l'heure. Oh, mais il y en a partout. Oh. Le cerisier est une plante adaptée pour faire la technique de l'arbre à 2 récoltes. Parce que tout simplement, en fait, il y a la lumière qui passe au travers. Les feuilles sont plutôt petites et la lumière passe au travers. Les branches sont éparses. Et du coup, le pied de vigne, il a suffisamment de lumière pour produire du raisin. D'ailleurs, on peut voir le raisin. Et alors, en fait, la technique, c'est que le cerisier est produit. La vigne, elle pousse sur le cerisier. En fait, c'est exactement ce qui se passe dans la nature. Les cerisiers colonisent les arbres. Donc là, voilà, la vigne colonise le cerisier. Alors, la vigne a toujours tendance à monter très haut. Donc, il faut sans arrêt, en fait, rabattre les branches de vigne sur les branches basses du cerisier pour que le raisin soit à hauteur d'homme. Donc, que ce soit plus facile à récupérer. Alors, je suis en train d'expérimenter cette technique. Si ça marche, je vais reproduire ça chez tout le monde. Je vais reproduire cette technique chez tout le monde et je vais reproduire ça sur plusieurs types d'arbres, voir si ça marche toujours à chaque fois. Donc voilà, technique de permaculture, l'arbre à 2 récoltes sur le même arbre. Et à côté de mon arbre à 2 récoltes, il y a ici le début de la patateraie. Alors patateraie, pourquoi? C'est parce qu'en fait je fais pousser dedans des patates, des pommes de terre et aussi des patates douces. Voilà, en association avec d'autres plantes compagnons. Alors là, on dirait pas, mais c'est la planche de culture numéro A, lettre A. Et on dirait pas, mais il y a des patates qui poussent là-dessous. Alors j'attends en fait que les pieds de patates montrent des signes de maturité, comme là par exemple. Et après, je vais tout désherber, tout nettoyer et replanter à cet endroit-là, après avoir un peu amélioré le sol. Donc voilà, la zone A. Ici, là, j'ai mis une planche pour tuer un peu l'herbe, pour délimiter aussi la bande de culture. Parce que là, franchement, on la revoit plus, quoi. Enfin, on sait même pas qu'elle est là. Là, ici, j'ai mis une bâche pour désherber également. C'est que du temporaire, bien évidemment. Ça fait moche, mais c'est temporaire. Quand il y aura plus la bâche, et bien là, je mettrai un paillage. Là, ici, je les avais plantés dans ma précédente vidéo. C'est comment avoir du paillage gratuit en illimité. Là, ce sont des patates douces. Donc là, j'ai des patates douces tout le long, là. Avec le paillage que j'ai récupéré dans cette fameuse vidéo du paillage gratuit en illimité. Donc voilà, les patates douces sont ici. D'ailleurs, sur cette chaîne, il y a toutes les vidéos où on voit comment j'ai bouturé la patate douce originelle pour avoir tous ces plants. Alors je fais 2 variétés de patates douces. Je fais des patates douces violettes et des patates douces classiques. Sachant que l'année dernière, j'avais tellement de patates douces qu'à la fin, je faisais une indigestion de frites de patates douces. J'en pouvais plus. Oh, on en mangeait tout le temps. Oh, j'en pouvais plus. Et même le repas de Noël, d'ailleurs, c'était des patates douces violettes. Et c'était très sucré, c'était un peu spécial. Un peu goût de marron, en fait. Donc voilà, ici, une autre bande avec des patates douces. Et au milieu, ce sont les petits pois. Petits pois gourmands nains. Alors pourquoi je fais cette variété spécifique? C'est pour la très bonne raison qu'en fait, déjà, elles sont très faciles à conserver. Enfin, moi, je les congèle, en fait. Et ça se congèle très facilement. Je pourrais faire des bocaux, mais en vrai, ça prend énormément de temps de faire des bocaux et j'ai pas forcément le temps de faire des millions de bocaux. Donc voilà, petits pois gourmands nains, là, tels qu'on les voit, ils ne grandiront pas plus haut. Tout simplement parce que c'est leur taille maximale. Donc là, je vais récolter tous les petits pois. Je vais tous les congeler et en manger aussi. Et puis après, ça va enchaîner direct sur des haricots violets. Pourquoi des haricots violets? Parce qu'ils sont plus faciles à conserver eux aussi. Voilà, donc là, les petits pois, là, il va falloir que je récolte. Donc voilà, je congèle tout. Alors avant de congeler, en fait, vous voyez, là, je vais vous montrer un petit cas d'école. De chaque côté du petit pois, il y a un fil. Et j'enlève les 2 fils, en fait. Je les enlève complètement, de chaque côté. Et après, je le congèle tel quel. Et après, ça, vous le mettez à bouillir dans de l'eau avec vos pâtes, votre riz ou vos pommes de terre. Et vous pouvez les manger après, et c'est délicieux. Et vous pouvez même le manger cru, hein. En fait, les fils, c'est vraiment une partie qui est pas très agréable. Mais une fois que les fils sont enlevés, regardez, hop, je les mangé tel quel. Et voilà, c'est très bon. Les petits pois là, voilà. Là ici ce sont des fèves. Les fèves c'est très intéressant parce que ce sont des légumes qui ont des protéines.
Et ça, du coup, ça permet de remplacer une partie de la consommation en viande. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Surtout que moi, je suis un fin gourmet des protéines. J'en mange beaucoup. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et alors, en fait, la zone de la patateraie est conçue pour... En fait, les plants ici, ce sont tous de la famille des... comment ça s'appelle déjà? De la famille des plantes qui enrichissent le sol en azote. Je me souviens plus du nom. Donc voilà, ce sont des plants de la famille des haricots verts. Et en fait, ils ont la capacité d'enrichir le sol en azote. Et du coup, l'azote est directement récupéré par ici, les pieds de patates douces. Et après, une fois que tout ça, ça part, une fois que tout ça c'est fini, j'enlève tout. Et après, je le mets en paillage, qui eux aussi, en se décomposant, apporteront aussi de l'azote. C'est une association qui marche vraiment très très bien. Voilà, là au bout, on peut voir qu'il y a de la broussaille, mais ça c'est moi qui l'ai planté. Là, en fait, ça c'est des topinambours. Il y en a tout le long là, topinambours, jusqu'au bout. Ils attendent patiemment leur heure pour tous sortir. Il y en a déjà quelques-uns qui sont sortis. Donc voilà, les fèves là, il va falloir que je récolte. Il y en a qui commencent à arriver à maturité. Fèves également de l'autre côté. Ici, j'ai des pommes de terre. Alors, j'en ai pas encore planté cette année. En fait, ça, ce sont des pommes de terre qui sont issues des petites pommes de terre que j'ai laissées. Parce que quand je récolte les pommes de terre, les toutes petites, je les laisse. Et après, elles donneront également des pommes de terre et ainsi de suite. Et ça crée une boucle. Du coup, il n'y a pas forcément besoin d'en planter pour en avoir. Donc tout là, ce sont des pommes de terre que j'attends que ça soit mûr, je vais les récolter et après je planterai à la place des patates douces, ici. Et à côté sur la structure, là, il y a un rosier grimpant qui est ici. Et là, il y a un pied de vigne. Et là, on peut voir que le pied de vigne, il a été un peu attaqué. Il a attrapé la cloque. Et je sais pas vraiment quoi faire. Est-ce que vous avez... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que je devrais retirer complètement ce pied de vigne et le remplacer par un autre pour éviter qu'il contamine les autres. Pour l'instant, les autres, ils n'ont rien. Il n'y a que celui-là qui a. Et là, on voit une petite grappe de raisin. Ou alors, sinon, je le laisse comme ça. Hein. En vrai, il produit. Donc, tant qu'à faire. À côté, là, il y a les fèves. Là, c'est... J'aurais dû les attacher, mais j'ai pas eu le temps. Avec toute cette pluie, j'avais un peu la flemme de travailler au potager. J'ai fait le strict minimum. Donc, du coup, là, les fèves, elles sont parties en one again beast to fly. Il y en a partout. Et là, elles vont être bonnes à récolter. Hein. Il y en a pas mal à récolter. Et ici, il y a la future extension de la patateraie. Je suis en train de faire germer les patates au moment où je vous parle. Et du coup, elles vont finir ici. Il va falloir que je retravaille le sol encore une dernière fois. Parce qu'avec la pluie, tout s'est bien tassé. Là, il y a toujours ma terre à blé d'art, là. Et là, il y a même déjà des patates qui poussent parce que sont issues d'autres terres à blé d'art. Là, et là-bas aussi. Donc voilà, je vais retravailler la zone. Là, il y a mon système d'arrosage que je vais installer dans une vidéo dédiée sur les systèmes d'arrosage automatique. Et du coup, voilà, ce système d'arrosage, je vais le raccorder parce que tout mon potager est parcouru d'un système d'arrosage. Là, je sais pas si on arrivera à le retrouver. À chaque fois, je le cache sous le paillage. Là, tout mon potager, mais il y a le système d'arrosage qui les parcourt. Et du coup, je vais raccorder après celui de la nouvelle extension de la patateraie, au système d'arrosage ici. Comme ça, il fera partie de l'ensemble. Bon, je vous avais prévu une cagette de légumes. Allez, c'est parti. Je vous avais promis une cagette de légumes, je crois. Et ben la voilà, fameuse cagette de légumes. Alors dedans, il y a énormément de petits pois, vraiment. Et encore, j'ai loin d'avoir tout récolté, hein. Parce que là, il y a encore
plein de choses au potager. Je pense qu'il doit y avoir 3-4 cagettes comme ça encore. Je récolterai tout ça demain parce qu'il faut que je monte la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc voilà, là tout ça, des tonnes de petits pois, il y en a plein. Voilà, et des fèves. Là aussi, il y en a un sacré paquet. Même si je mange exclusivement que des légumes de mon potager, je mange quand même 4 légumes de familles différentes par jour pour pouvoir avoir un apport varié en vitamines. En ce moment, tous les midis, je mange des petits pois avec de l'oseille, mais je mange également aussi du chou et de la salade le soir avec des fans d'oignons, des fans d'ail, et je mange aussi de la salade, je mange aussi de la blette et aussi des fruits variés. Et voilà, je suis dans mon bureau au cadre magnifique. Et donc je voulais profiter de cette vidéo pour en fait vous parler. En ce moment, je vois pas mal de vidéos et de stories et tout ça sur Instagram de jeunes maraîchers qui sont au bout du rouleau parce qu'ils ont tout perdu à cause des conditions climatiques actuelles qui sont exceptionnelles. Ils ont tout perdu, il y en a certains c'est à cause de la grêle, il y en a d'autres c'est à cause de l'eau. Tout leur travail est réduit à néant, enfin une bonne partie en tout cas. Et je voudrais leur dire tout mon soutien et surtout je voudrais vous encourager, si jamais vous devez acheter des légumes, d'éviter de les acheter au supermarché. Et si vous en avez l'argent, la possibilité et le temps, n'hésitez pas à aller dans des marchés pour aller à la rencontre de ces jeunes maraîchers ou de ces petits maraîchers en fait, les vieux aussi maraîchers, hein, de ces petits maraîchers qui galèrent, et n'hésitez pas à aller à leur rencontre pour échanger un bon sourire et puis surtout leur acheter des bons légumes. Même si ces légumes seront peut-être un peu moins beaux que les légumes artificiels du supermarché, ce n'est pas grave, mais je ne peux que vous encourager à aller chercher des bons légumes de maraîchers bio qui se démènent pour essayer de s'en sortir et qui en ce moment, surtout cette année où ça a été catastrophique, ont pas mal de problèmes et surtout ils ont du mal à lutter contre les maraîchers, les géants de l'agro-industrie qui font des cultures sous serre avec plein de produits dedans, avec de la lumière artificielle, ou sinon j'ai vu des méga productions de tomates en hydroponie, c'est-à-dire avec des plantes qui n'ont jamais vu la terre de leur vie, qui ont poussé directement dans l'eau. Là franchement c'est difficile de lutter pour les petits maraîchers. Donc je voudrais leur donner tout mon soutien et puis surtout vous encourager à aller leur acheter des bons légumes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça ne vous coûte rien et puis moi ça me soutient dans mon travail. Et vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine, allez ciao!